Alors cette école navale de l'entre-deux-guerres, qui est aujourd'hui le centre d'instruction navale, a été voulue par Georges Lègue, qui en a posé la première pierre, pour former les officiers de marine. Alors à l'époque, ça appartenait évidemment à la commune de Saint-Pierre-Quilbigno, qui a été rattachée à Brest après la Seconde Guerre mondiale. Et ce bâtiment était tellement beau, tellement somptueux, tout en pierre de taille, on disait que c'était la deuxième surface de façade après Versailles. Donc on l'a appelé le Versailles brestois d'ailleurs, les députés se sont indignés de son coût. Mais donc cette façade donnant sur la rade est quelque chose d'effectivement très impressionnant qui a vu passer quelques rares générations d'officiers de marine, tout simplement parce que la guerre est arrivée très rapidement. Et l'école navale, donc en ruine, a été restaurée en 1966 pour abriter le collège naval, donc, qui est devenu le lycée naval, l'école des Mousses, l'école de Mestrance et l'école des EER. Le quartier de la Rive Droite avait besoin également d'avoir des habitations supplémentaires pour répondre à la demande. Et donc on retrouve en fait enserré dans le vieux quartier de Saint-Pierre un certain nombre d'opérations d'urbanisme qui ont permis d'avoir du logement collectif en nombre. Valéhir, Kéronroux, Kérourien, c'est des quartiers de la reconstruction et c'est des zones qui sont construites pour permettre de reloger en dur les gens qui étaient en baraque à Brest. Les gens qui viennent là, ils ont la nostalgie des baraques et donc c'est un peu compliqué de venir habiter ces tours, ces grands immeubles, ces bars, etc. Bon, il y a aussi une cité d'urgence là qui s'installe en 1954 suite à l'appel de l'abbé Pierre. Voilà, donc c'est des quartiers qui prolongent effectivement l'histoire urbaine du bourg de Saint-Pierre. Il y a beaucoup de petits ruisseaux qui se jettent dans la rade de Brest et les quatre pompes, comme le nom l'indique, c'était un endroit où il y avait des pompes pour ravitailler les navires pendant la période de la marine à voile. Et c'est là, tout à côté, qu'a été construite la grande base sous-marine allemande, construite en très peu de mois par l'agence Todt, pour pouvoir accueillir une vingtaine d'U-boats. La présence de cette base sous-marine explique la violence des attaques américaine et anglaise contre Brest et le fait que Hitler voulait tenir à tout prix cette Brest-Festung dont l'un des cœurs était la base sous-marine. Et aujourd'hui, il y a une espèce de raccourci de l'histoire puisque du parking des quatre pompes, on voit à la fois cette base sous-marine allemande que l'on n'a pas pu détruire parce qu'il y a trop de béton et en face, on voit l'île Longue, la base des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, donc cœur de la défense sous-marine aujourd'hui en France. Vers Plouzané va s'installer progressivement tout un ensemble d'activités économiques. Beaucoup plus loin, sur la Pointe du Diable, nous aurons donc le Technopôle, qui sera peut-être un jour relié par le tramway, mais ce n'est pas pour aujourd'hui, et il y a encore donc beaucoup de routes à faire pour le rejoindre. Mais l'arrêt du tramway se fait devant un endroit assez symbolique pour Brest, puisqu'il s'agit du site qui est occupé aujourd'hui par Thales et qui était en fait le site de la Thomson. Donc ça, c'est une des premières industries qui s'installe également à Brest dans les années 60, sur un terrain qui s'appelle Kersteria. Donc en fait, là, c'était la volonté aussi de décentraliser des productions qui étaient plutôt dans la région parisienne, autour des sonars, des radars militaires. Et puis, à la suite de ça, il y a aussi le Technopôle, et qui là, en fait, permet aussi à des entreprises de pouvoir se développer, dans lequel on trouve des grosses locomotives comme Ifremer, par exemple. La thématique mer est venue progressivement. Les premiers établissements qui se sont installés donc, sur le Technopôle, c'est d'abord donc, ce qui est aujourd'hui Ifremer, le Cnesso dans un premier temps. Et puis ensuite, nous avons eu donc, à la fois donc, Subtélécom, qui s'appelle maintenant Télécom Bretagne, et donc l'école d'ingénieurs, l'ENIB, qui s'est installée également donc, sur le site de la Pointe du Diable. Donc ça a déjà constitué une sorte de pôle d'enseignement et de recherche tourné vers des disciplines assez spécialisées, mais avec, comme vous le voyez, donc des orientations qui étaient assez larges. Et puis,
progressivement, donc, le technopôle s'est installé, de nouvelles entreprises, des pépinières d'entreprises, donc tout un ensemble de dispositifs s'est installé autour de la technologie et autour de la mer, jusqu'à faire une sorte de spécialisation maintenant, un pôle mer qui a donc de plus en plus une reconnaissance établie sur la scène nationale et internationale. Sainte-Anne-du-Porzic, qui est liée à la chapelle Sainte-Anne, qui est à mi-côte, parce que quand on vient de Saint-Pierre, il faut beaucoup descendre pour atteindre la plage de Sainte-Anne-du-Porzic. Cette plage a pendant longtemps été la plage des habitants de la rive droite de Brest. Alors à la plage de Sainte-Anne, on avait un hôtel, des restaurants, mais bien sûr, tout ceci a été complètement modifié par l'arrivée du SNEXO et du COB, c'est-à-dire les ancêtres de l'Ifremer. Et à partir de ce moment-là, la construction en particulier d'une digue a complètement modifié les courants. Et la plage a peu à peu perdu son sable. Mais là, ça a été pendant des années le lieu de convivialité des Brestois de la rive droite. Le fort de Montbarret appartient à toute la ceinture de forts qui a été mise au point par le ministre de la Guerre qui s'appelait Montbarret. Et donc on retrouve dans cette ligne le fort du Bougain, la redoute du Questel, le fort de Quéranroux, le fort de Pinfeld, etc. C'est-à-dire que l'idée était que les Anglais, l'ennemi, pouvaient débarquer du côté des Blancs-Sablons, en gros, et venir attaquer Brest du côté de Recouvrance. Et toute cette ceinture de forts qui partait du Porzic pour aller donc jusqu'à l'autre côté au fort du Bougain, cette ceinture de forts où l'on pouvait se voir d'un fort à l'autre permettait d'éviter toute incursion brutale de l'ennemi. Alors le fort de Montbarret, quant à lui, est l'un de ceux qui sont restés aujourd'hui encore intact ou protégé. On le connaît surtout parce que c'est un lieu de combat extrêmement dur au moment de la Seconde Guerre mondiale, en 1944, à la libération de la ville de Brest, où là il y a de forts combats vraiment très très violents entre les divisions américaines et les Allemands qui résistent beaucoup. Et donc aujourd'hui, ce fort Montbarret est un mémorial qui retrace les étapes militaires de cette guerre et de la libération de Brest. C'est aussi le lieu où l'on rappelle le sacrifice des Finistériens et des Brestois pendant le siège. C'est un lieu encore pour moi trop mal connu, y compris des Brestois. Et j'espère, quant à moi, que le tramway permettra d'y avoir une fréquentation nettement plus importante parce que on y rappelle des combats qui ne sont jamais gagnés.